Chapitre 8. En plein cœur. Partie 2. Mais, maître, ils ont recommencé. Je veux dire, l'endroit était vide, maître. Il n'y a eu aucune victime. Ceux qui étaient censés capturer les traîtres se sont fait prendre. Les mange-morts sont revenus et ils vous attendent. Beaucoup d'entre eux sont blessés. Cette fois-ci, Lucius se figea. Ses traits se firent plus durs, plus froids. Bien, bien, je vois. Il sembla hésiter, et Narcissa lui adressa un regard persuasif dans l'espoir de le convaincre de rester à ses côtés. J'y arrive tout de suite, soupira finalement Lucius en se redressant. Prunas, offre-leur du vin, à manger, n'importe quoi. Je serai là dans quelques instants. Et il se leva d'un bond pour se rhabiller. Désolé, dit-il à Narcissa. Tu sais, l'attaque dont je te parlais, c'était aujourd'hui. Apparemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Narcissa haussa les épaules et l'imita en passant sa longue robe d'été bleue et légère. Elle fit un geste pour ramasser leurs affaires, mais Lucius lui fit signe de les laisser en place. Laisse ça, dit-il avec mauvaise humeur, les elfes s'en chargeront. Narcissa se contenta donc de revêtir sa robe et remonta avec Lucius la douce pente qui traversait le jardin des Malfoy. Lucius semblait de nouveau soucieux, et Narcissa en ressentit une pointe de culpabilité. En effet, elle savait pertinemment qui se cachait derrière ces sauvetages intempestifs. Elle surprenait d'ailleurs régulièrement quelques chuchouris en train de se promener dans son manoir, et n'avait jamais envisagé de dénoncer les Goyle. Au contraire, elle prenait beaucoup de plaisir à voir les mines dépitées des mange-morts lorsque leurs actions étaient déboutées. Jusqu'ici, Lucius n'avait aucunement pâti de ses revers successifs. Voldemort le tenait en si haute estime depuis le meurtre d'Eleanor Wimbley qu'il trouvait toujours quelqu'un à blâmer à sa place. En revanche, la jalousie des autres mange-morts, et surtout des anciens embrumés, grandissait à chaque faveur que Voldemort lui accordait. Et lorsque le Seigneur des Ténèbres avait annoncé que Lucius ne participerait pas à l'attaque afin de préserver ses forces pour une autre mission prestigieuse, Narcissa avait vu tous leurs visages se contracter. Sans oser protester, il était toujours malvenu de s'opposer à Lucius en présence du Seigneur des Ténèbres. Lucius ne dit pas un mot jusqu'à leur arrivée au manoir. Et il passa par la porte de derrière, qui menait aux cuisines, où les rescapés de l'attaque l'attendaient de pied ferme. Une quinzaine de mange-morts étaient présents, et la plupart d'entre eux avaient subi d'horribles blessures. Leurs vêtements étaient en grande partie déchirés et dévoilaient leur chair à vif, couverte de plaies purulentes et de pustules aux couleurs diverses. Narcissa reconnut sur la joue gauche de Dolohov les lésions caractéristiques du venin de tarentule géante, des bubons tendus à éclater, d'une couleur verdâtre particulièrement repoussante. Elle repéra également Bellatrix et constata, avec soulagement, qu'elle était bien moins endommagée que le reste des mange-morts. Elle avait simplement été brûlée à l'épaule et s'était égratignée la joue, mais puisqu'elle volait avec plus d'agilité que ses comparses, elle avait su esquiver les explosifs lancés par les Goyle et les horribles blessures qui en découlaient. En entrant dans les cuisines, Narcissa et Lucius furent accueillis par des invectives chargées de ressentiment. « Ah, voilà les tourtereaux !» s'exclama Yaxley, dont la peau était couverte de taches violacées. « Alors, la baignade était bonne ?» Lucius passa ses doigts dans ses cheveux fins, encore un peu humides, et sourit avec arrogance au nouveau venu. « Excellente. Merci de vous en inquiéter. Et que me vaut l'honneur de votre visite ?» Quelques exclamations indignées accueillirent cette réponse désinvolte. « Tu as oublié ce qui se passait aujourd'hui, Malfoy ?» ?»« Non, à l'évidence, puisque c'est moi qui ai tout planifié. En revanche, je m'interroge sur votre présence ici, alors que nous avions justement convenu d'éviter de nous rassembler le jour même, afin de ne pas éveiller les soupçons. Les aurores doivent être à votre recherche, et si j'étais vous, j'emploierais plutôt le temps qu'il me reste à camoufler ces hideuses blessures. »
Cette remarque provoqua un vague flottement parmi les mange-morts. Lucius avait raison. Ils avaient désobéi aux instructions que leur avait données Voldemort. La tentation de se confronter à Lucius en l'absence du Seigneur des Ténèbres était trop grande. Mais, contrairement à ce qu'ils espéraient, Lucius ne se laissait pas démonter. « Nous avons été attaqués juste avant d'atteindre Crushfield », grinça Rabastan Lestrange. « Ouais, » approuva Alecto Caro. « les Lascars nous attendaient là-bas. Ils connaissaient parfaitement notre plan, même si nous avons changé au dernier moment. Il y a un traître parmi nous, c'est certain. » Narcissa fronça les sourcils désappointés et passa aussitôt dans la pièce voisine. Elle aimait de moins en moins entendre parler de ce qui se passait au dehors, et a fortiori de ce que Lucius ou Bellatrix y faisaient. Ces choses-là étaient bien trop affreuses pour être regardées en face. Lucius, lui, continuait de tenir tête aux mange-morts furieux qui lui firent le récit complet de l'attaque. « C'est intéressant, » commenta Lucius lorsque les mange-morts eurent terminé d'égrener leurs doléances. « Avez-vous pu identifier ces objets volants qui vous ont percuté ?»« Oui, absolument !» s'exclama un mange-mort de petite taille. Gibbon s'avança avec empressement et posa sur la table un morceau de carcasse en plastique. Il sembla très fier de lui jusqu'à ce qu'il réalise que tous ses partenaires le fusillaient du regard. Lucius s'empara du morceau de plastique et l'examina en haussant les sourcils. « Vous avez donc été attaqué par des jouets moldus ?» résuma-t-il avec amusement. « Des armes redoutables, sans aucun doute. »« Des jouets moldus remplis d'explosifs et de poison !» corrigea Rodolphus Lestrange. « Je ne doute pas que tu aurais su nous en protéger, Malfoy, si seulement tu nous avais gratifié de ta divine présence !» railla Yaxley. Un murmure d'assentiment parcourut le petit groupe. « Si vous souhaitez connaître les raisons pour lesquelles je n'ai pas daigné me joindre aux festivités, vous pourrez vous en référer au Seigneur des Ténèbres, » leur proposa Lucius. « Il sera sans doute ravi de savoir que mon absence vous empêche de vous battre correctement. » À la mention de Voldemort, les mange-morts battirent en retraite. Et ils savaient pertinemment ce qu'ils risquaient s'ils osaient remettre en cause ces choix stratégiques. « Laissons tomber, mes amis, » déclara Yaxley. « Nous avons affaire à un lâche de la pire espèce. Nous n'avons plus qu'à espérer que le Seigneur des Ténèbres finisse par s'en apercevoir. Allons-y. » Antonin Dolohov lui donna une tape sur l'épaule en guise d'approbation, et tous les deux quittèrent la pièce, rapidement suivis par le reste du groupe. Il ne resta plus qu'Abraxas Malfoy, qui se tenait debout dans un coin de la pièce, voûté sur sa canne au pommeau d'argent, ainsi que Bellatrix qui n'arrivait pas à se résoudre à laisser Lucius s'en tirer à si bon compte. Enfin, Rodolphus Lestrange s'était arrêté dans l'encadrement de la porte, attendant de voir si Bellatrix allait se joindre à eux. Comme s'il avait oublié leur présence, Lucius s'empara d'une carafe en sifflotant, se servit un grand verre d'eau fraîche et s'accouda sur la table haute qui occupait le centre de la cuisine pour le boire. Il ne consentit à faire attention à eux que lorsque Bellatrix tout sauta pour lui rappeler sa présence. « Ah, tiens, Bellatrix, eh bien, tu as encore quelque chose à me dire avant de partir ?»« Et j'habite ici, je te le rappelle, » lança Bellatrix avec colère. « Bien sûr, pardonne-moi de l'oublier, il me semble que tu passes plus de nuits dans le lit de ton jeune cousin que dans la chambre que nous t'avons accordée. » Cette remarque eut un double effet. Rodolphus Lestrange parut sur le point de défaillir de jalousie, et les joues de Bellatrix s'empourprèrent. Cependant, elle ne pouvait le nier. Bien que Narcissa ait mis à sa disponibilité une immense chambre de l'aile ouest, elle continuait de passer le plus clair de ses nuits au square Grimoire, même lorsque Régulus était à Poudlard. Pour une raison que Bellatrix ne parvenait pas à identifier, la chambre de son petit cousin était le seul endroit où elle parvenait à dormir paisiblement, tandis que les nuits qu'elle passait ailleurs étaient peuplées de cauchemars
et d'angoisses indéchiffrables. « Ce n'est pas le sujet, Lucius, » répliqua Bellatrix lorsqu'elle eut retrouvé un minimum de contenance. « Le Seigneur des Ténèbres t'a choisi pour orchestrer les opérations, alors sois digne de la confiance qu'il t'accorde. Trouve ceux qui nous ont trahis et livre-les-moi. Je les punirai à la hauteur de leurs fautes. » « Pour une fois, je suis d'accord avec Bellatrix, » dit la voix glaciale d'Abraxas Malfoy. Il avait prononcé ces mots avec réticence. Avouer son adhésion aux propos de Bellatrix semblait lui inspirer le plus profond dégoût. « Nous devons démasquer les traîtres et les châtier comme il se doit, » poursuivit Abraxas Malfoy. « Oui, je m'en occupe, » dit Lucius en balayant les remarques d'un revers de main. « Et maintenant, auriez-vous l'amabilité de me laisser me désaltérer tranquille ?» Bellatrix quitta la pièce, furieuse, talonnée par Rodolphus Lestrange. Mais Abraxas Malfoy ne se résolvait toujours pas à partir. « Tu es pathétique, » persifla-t-il dès que Bellatrix eut claqué la porte. « Aller te prélasser au bord du lac avec Narcissa un jour aussi important que celui-ci, où avais-tu la tête ?»« Pensez-vous, père, que cela aurait changé quelque chose si j'étais resté dans le salon plutôt que de me retrouver à quelques centaines de mètres d'ici ?» Abraxas frémit de fureur. Sentir son fils gagner en assurance et échapper progressivement à son autorité implacable déclenchait chez lui une rage féroce. Lucius avança la main vers le milieu de la table afin de prendre un fruit dans la corbeille. Voyant cela, son père essaya de lui écraser la main avec le pommeau de sa canne, mais ses gestes étaient devenus moins vifs et Lucius plus alerte. Celui-ci l'esquiva avec aisance et attrapa le pommeau d'argent sculpté, faisant dangereusement chanceler son père. « Lucius !» gronda Abraxas Malfoy. « Je ne vous comprends pas, père, » dit Lucius avec froideur. « Depuis ma naissance, j'ai toujours fait ce que vous attendiez de moi. Vous m'avez envoyé conquérir le ministère alors que je n'avais que 15 ans, et je l'ai fait pour vous. Ensuite, vous avez estimé que je ferais mieux de m'attirer les faveurs du clan adverse. Encore une fois, je me suis exécuté, avec brio, je pense pouvoir l'affirmer. Et que vous faut-il de plus ?» Abraxas Malfoy tira d'un coup sec sur sa canne et son fils consentit à la lâcher. Il la reposa sur le sol et s'appuya dessus pour se redresser au maximum, essayant vainement de retrouver la haute taille qu'il avait autrefois. « Tu sais, Lucius, je n'ai jamais voulu que ton bien, » gronda-t-il. « Depuis ton plus jeune âge, je m'évertue à t'enseigner l'excellence et le courage, dans le seul but de te donner les armes nécessaires pour affronter l'impitoyable cruauté du monde. Lorsque je suis tombé malade, j'étais réticent à te laisser manier nos comptes et nos négociations. Je te trouvais trop jeune, trop gracile, mais je dois dire que tu ne te débrouillais pas si mal. Jusqu'à ce que tu fasses la rencontre de Narcissa. » Lucius ouvrit la bouche pour protester, mais Abraxas ne lui en laissa pas le temps. « Oui, de toute évidence, c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées, » grimaça Abraxas Malfoy. « Tu es devenu bêtement rêveur, ridiculement mièvre, terriblement vulnérable. Et pourtant, j'ai fait tout mon possible pour empêcher cette tragédie. Je t'ai envoyé à Durmstrang pour 1 an, en espérant que le froid et la magie noire te raffermiraient l'âme. À ton retour, il était évident que cela n'avait eu aucun effet, puisque les malheurs de cette petite Narcissa occupaient tout ton esprit. J'ai tout de même accepté votre mariage, en pensant que c'était un mal nécessaire. Quelle inconscience! J'ai fait en sorte que tu aies peu de temps à lui consacrer afin de limiter les dégâts. Quand je t'ai envoyé chercher les faveurs de tu sais qui, je pensais que côtoyer les mange-morts t'endurcirait. Et quand tu as tué Eleanor Wimbley, j'ai sincèrement cru que mon plan avait enfin réussi. Mais depuis quelques mois, c'est l'inverse qui se produit. À la moindre occasion, tu préfères te vautrer dans la paresse et l'oisiveté. J'ai échoué à faire de toi un homme digne de ce nom, et c'est bien cela qui me désole. » Lucius avait déjà reçu des sermons semblables tout au long de son enfance et de son adolescence. Mais depuis la destruction du pensionnat Wimbley, 3 ans et demi auparavant,
Son père l'avait laissé tranquille, et Lucius pensait naïvement que cette paix serait durable. Le retour de ses reproches si familiers lui donnait l'impression désagréable d'être éternellement condamné à les entendre, quoi qu'il fasse pour s'en défaire. « Lucius, mon fils, dit Abraxas avec gravité, si tu continues à batifoler de la sorte avec Narcissa, tu vas droit à ta perte. » « Pensez-vous que mère aurait été de cet avis ?» osa demander Lucius dans un élan de révolte. « Pensez-vous qu'elle aurait désapprouvé ma relation avec Narcissa ?» Abraxas Malfoy haussa un sourcil, surpris par la provocation. En revanche, il ne manifesta aucune émotion à la mention de sa défunte épouse morte 25 ans plus tôt en donnant naissance à Lucius. « Je n'en sais strictement rien. Si tu veux connaître l'amère vérité, je ne me souviens même plus du son de sa voix. Tu vois, tu peux être fier de toi. » Lucius se crispa légèrement, mais refusa à nouveau de s'incliner. « Vous auriez peut-être préféré que je me trouve une autre épouse ? Une épouse comme Juliette Parkinson, une idiote que je n'aurais pas aimée ?» Cette fois-ci, le visage d'Abraxas se durcit. « En ce qui te concerne, tu sais pertinemment ce que j'aurais préféré, Lucius. » Lucius tressaillit. Il serra les dents et dut inspirer profondément pour empêcher sa voix de trembler. « Alors, vous n'avez pas changé d'avis ?» ?»« Non, Lucius, en effet. » Deux larmes brillèrent au coin des yeux de Lucius. Il détourna le regard et prit une grande inspiration pour les faire disparaître, mais Abraxas n'était pas dupe. « Regarde-toi » soupira ce dernier. « Quel gâchis! Vraiment, c'est lamentable !» Et il sortit de la pièce à grands pas, tout en frappant avec détermination sa canne sur le sol. À l'étage, dans leur immense salle de bain de l'aile ouest, Narcissa peignait patiemment ses cheveux blonds, assise devant le miroir au cadre ouvragé, envahie par une bouffée de nostalgie. Elle n'était pas inquiète pour les Goyle. Elle avait toujours considéré leur sabotage comme de bonnes plaisanteries destinées à se moquer des mange-morts. Elle les mettait gentiment en garde, mais tous les trois lui paraissaient si assurés et indestructibles que Narcissa n'avait jamais envisagé qu'ils puissent être blessés ou capturés. En revanche, Daisy, Vera et Fergus lui manquaient terriblement. Depuis l'attaque du pensionnat Wimbley, Vera était sérieusement soupçonnée, à raison, d'avoir voulu empêcher sa destruction. Voldemort l'avait alors épargnée pour ne pas effrayer les mange-morts fraîchement recrutés, mais Vera, son mari et sa fille étaient désormais tenus à l'écart de toutes les réunions, étroitement surveillés par Carla et Edgar, qui avaient tous deux reçu l'ordre de ne pas les laisser sortir de la maison. Narcissa avait réussi à leur rendre visite quelquefois, mais cela les mettait tous en danger, car Carla pouvait à tout moment l'accuser de leur communiquer des informations sur les projets des mange-morts. Cela faisait donc plusieurs mois qu'elle n'avait pas entendu le rire joyeux de Vera, écouté Daisy lui parler de ballet avec passion, ou regarder Fergus peindre l'un de leurs animaux magiques avec cet air profondément serein qui n'appartenait qu'à lui. Elle parvenait parfois à les oublier pendant plusieurs jours, mais elle devait bien se rendre à l'évidence. L'affection qu'elle ressentait pour les Goyle ne voulait pas faiblir. Elle avait bien conscience de ce qu'ils représentaient pour elle. Les derniers liens qui l'unissaient à la colline d'Émeraude et surtout à sa mère, dont même Bellatrix ne voulait plus entendre parler. Narcissa reposa son peigne devant elle et observa son reflet dans le miroir. Avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus comme l'océan et son teint hâlé, elle n'avait jamais été aussi belle. Personne dans le pays n'avait une place aussi protégée qu'elle. Elle pouvait obtenir tout ce qu'elle désirait, et pourtant, malgré l'amour qu'elle ressentait pour Lucius, il suffisait qu'elle soit seule quelques instants pour qu'une étrange mélancolie vienne la submerger.
En fermant les yeux, elle pouvait presque entendre le rire d'Androméda, sentir la main de sa mère lui caresser la joue. Si seulement elles étaient là, à côté d'elle. Narcissa pourrait se blottir dans leurs bras, leur poser toutes les questions qui se bousculaient dans son esprit. Un léger tiraillement sur sa robe interrompit ses pensées nostalgiques. Elle baissa les yeux, intriguée. Une chouchourie au pelage multicolore était en train de couiner à ses pieds afin d'attirer son attention. « Eh bien, tu t'es perdue ?» Attendrie, Narcissa se baissa pour la ramasser et la prit au creux de sa main. Là, le petit mammifère se dressa sur ses pattes arrière et pointa son museau vers l'oreille de Narcissa. « Tu as quelque chose à me dire » devina-t-elle. Elle approcha la chouchourie de son oreille et celle-ci répéta mot pour mot le message que les goyles lui avaient dicté. « Viens nous rendre visite » couina la chouchourie en imitant l'intonation de Daisy. « C'est très important. » Sans attendre de réponse, elle sauta sur les genoux de Narcissa, puis sur le sol de marbre rose, et disparut dans un petit trou de souris. Narcissa ressentit aussitôt un mélange de soulagement et d'angoisse. Les goyles ne l'avaient donc pas oubliée. Ils pensaient à elle comme elle pensait à eux. Mais pourquoi la convoquer ainsi? C'était la première fois qu'il prenait ce risque-là. Et s'il était arrivé malheur à l'un d'eux? Elle se leva au moment où Lucius entrait dans la chambre, visiblement troublé. « Lucius, tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oh oui, oui. »« Alors, que te voulait-il » Lucius haussa les épaules sans répondre, s'étendit sur le lit et se perdit dans la contemplation du plafond dont les feuilles de vigne et le ciel bleu, peints en trompe-l'œil, étaient d'un réalisme saisissant. Toutes les injures que son père lui avait dites et toutes celles qu'il aurait aimé répliquer défilaient dans son esprit. Il remarqua à peine que Narcissa s'étendait à ses côtés et posait sa tête sur son épaule. « Ce sont eux qui te causent du souci ?» demanda-t-elle. Lucius mit un peu de temps à répondre. Il n'avait aucune envie de s'épancher sur ce que son père lui avait dit. Il s'efforça donc de sortir de ses ruminations afin d'agir comme si la conversation qui avait suivi la confrontation avec les mange-morts n'avait jamais eu lieu. « N'en parlons plus, » soupira-t-il. « Tu sais ce que les elfes ont préparé pour le dîner ?»« Je ne mangerai pas ici, » l'informa Narcissa. « Je vais rendre visite aux goyles. » Lucius se redressa sur le lit, interloqué. « Les goyles ? Tu es toujours en lien avec eux ?»« Pas vraiment, mais cela fait longtemps que je n'y suis pas allé. »« Le Seigneur des Ténèbres ne verrait pas ça d'un bon œil, » fit remarquer Lucius. « Tu sais aussi bien que moi qu'il se méfie des goyles. »« Ils ne font rien de mal, » répliqua Narcissa. « Vous avez déjà essayé de leur tendre plusieurs pièges, de les lancer sur de fausses pistes. Et ça n'a rien donné. Ils ne s'intéressent plus à la guerre. Ils ne quittent jamais leur maison, et Carla les surveille en permanence. S'ils avaient fait quoi que ce soit de suspect, elle les aurait déjà dénoncés. Et puis, de toute manière, le Seigneur des Ténèbres n'est pas obligé de savoir que je leur rends visite. »« Tout de même, » insista Lucius, « si on apprenait qu'ils avaient joué le moindre rôle dans tout ça. »« Ça n'arrivera pas, » promit Narcissa en l'embrassant. « Allez, à plus tard. » Et elle disparut dans le couloir. Lucius réfléchit encore quelques instants à un moyen de convaincre Narcissa de mettre fin à sa relation avec la famille Goyle. Mais les paroles de son père résonnaient encore en lui, absorbant toute autre pensée. Il se rallongea donc en travers du lit et se replongea, en soupirant, dans la contemplation du plafond de la chambre. De son côté, Narcissa descendit les escaliers en essayant de paraître calme et marcha d'un pas vif vers la cheminée. Elle prit une petite poignée dans le sac de poudre de cheminette suspendu à un crochet d'argent, le jeta dans la cheminée et entra si précipitamment dans l'âtre
qu'elle se cogna au superbe manteau de marbre. « Maison des Goyle », prononça-t-elle à voix basse. Et lorsque les flammes vertes enflèrent et arrivèrent à hauteur de ses yeux, elle frémit d'impatience à l'idée de pouvoir enfin serrer Vera et Daisy dans ses bras.